Ça va être dur de reprendre. Hein. Bon. En fait, vous savez, dans les textes de prose de Roger Gilbert-Lecomte, il y a cette note qui est sur pourquoi est-ce que l'enfance est si triste, pourquoi est-ce que l'adolescence est désespérée. Et parce qu'ils savent d'avance tout ce à quoi ils vont devoir renoncer. Et s'il y a cette obsession chez Lecomte de retourner avant la naissance, c'est parce qu'il y a l'idée que dans une vie, la vie, c'est une dégradation. Beaucoup de prose de Lecomte qui parle du moment de génie chez l'homme, et pour lui, c'est 4 ans. C'est le sommet. C'est là où il y a la synthèse totale. 4 ans. L'âge de 4 ans. Après... Ah oui, s'il y a des jeunes parents dans la salle, ils doivent rigoler. Bon. Le truc, c'est qu'après, c'est la question aussi de communiquer, ce truc-là. C'est autre chose, c'est la transmission. Le bébé, c'est un génie, mais il n'a pas encore les mots pour nous l'expliquer. Et l'idée, en fait, c'est qu'il y a ce truc qui est de devoir monnayer, marchander quelque chose qui, au départ, est extrêmement vibrant, présent, une intuition qui est totale. Et la vision qu'il a, qui est une vision de dégradation qu'est l'existence humaine, non seulement explique sa focalisation sur l'état d'avant-naître, mais en fait peut-être se comprendre si on se rend compte qu'il y a une dimension, il y a une convergence incroyable entre les différentes dimensions cyclologiques des 4 âges du monde, qu'on peut voir à la fois, comme les Indiens, le Manvantara, donc le cycle cosmique complet, puisque c'est pour des raisons qui doivent tenir probablement la tradition primordiale, parce que sinon je ne les explique pas, mais aussi quoi, les Grecs ont aussi voyagé. C'est la même subdivision qu'il y a chez les Grecs et chez les Indiens. Et il y a quelque chose de quasiment identique chez les Hopis aussi. Vraiment, les distinctions sont totalement mineures. On est en face de quelque chose qui est âge d'or, âge d'argent, âge de bronze, âge de fer. Bon. Et ce cycle des 4 âges donc, suppose donc un âge d'or où tout individu est tout. Il est relié à la totalité. Il est lui-même complet, total, et il y a une harmonie complète entre lui et les autres. Donc c'est un temps en plus d'égalité totale et aussi de fraternité entre les hommes et les animaux. Ça, c'est la dédicace à mes amis végétariens. Mais c'est vrai, c'est un truc qu'il n'y a pas, on n'imagine pas. Comme on n'imagine pas faire tomber une goutte de sang dans l'âge d'or, on ne peut pas imaginer. Mais quoi, il n'y a peut-être même pas de la question de la nourriture. Bon, de toute façon, c'est une image, évidemment. L'âge d'or. Et l'âge d'argent, bon, là, il commence à y avoir des conflits. Mais c'est un temps de justice. Et c'est un temps d'honneur. Et c'est le temps des chevaliers, l'âge d'argent. C'est le temps où on imagine qu'on combat pour la justice. L'âge de bronze, alors là, ça commence vraiment à se dégrader. C'est un moment où tout est négociable. Et c'est un moment de combine. Et puis après, il y a l'âge de fer, et là, c'est la dégradation totale. On voit qu'il y a qu'il y a un rapport évident. Je pense que chez les Indiens, j'en sais rien, je crois que c'est des suppositions, des hypothèses. Je pense que les Indiens, c'est comme ça qu'ils ont établi leur distinction des 4 castes, qu'il faut entendre évidemment à un niveau symbolique et pas à un niveau d'organisation sociale. L'organisation sociale, de toute façon, étant déjà une dégradation de l'idée. Mais quoi, l'idée qu'il y a brahman, kshatriya, alors c'est prêtre, guerrier, commerçant et technicien, en gros, ou exécutant. C'est ça les 4 castes. Et l'idée, en fait, c'est que, à mon sens, l'idée, c'est que les âges sont des âges où un type d'homme prend le dessus sur tous les autres. Et si c'est l'âge d'or, et que c'est l'âge, on va dire, des brahmanes, l'âge de la sagesse, alors, de toute façon, tout le monde est dans cet état de sagesse. Et si on pense à l'âge d'argent, alors là, où commence à y avoir une organisation sociale, ça va être les guerriers, et ça va être les guerriers, mais au sens positif, au départ, qui vont prendre le relais, positif dans le sens où ils vont
protéger. Ils vont être dans la question de défendre et non pas la question de conquérir. Et par dégradation, progressivement, instaurer un ordre d'injustice. Si on est passé de la caste des brahmanes, des sages ou des prêtres, à la caste des kshatriyas ou des guerriers, c'est que de toute façon, les prêtres sont passés de la sagesse au pouvoir spirituel. Et ça, de toute façon, c'est l'idée, de toute manière, qu'il y a toujours dans l'histoire une dégradation. C'est le principe, de toute façon, de la pensée psychologique, c'est que c'est une pensée qui pense le monde avec une plénitude de départ et progressivement, à mesure qu'on s'éloigne de cette plénitude de départ, les aléas qui lui sont associés. Si on accepte cette idée-là, on doit pouvoir la retrouver également représentée dans une vie humaine. C'est-à-dire que le bébé est dans l'âge d'or. L'adolescent, c'est le kshatriya, c'est le guerrier. Et l'homme, l'âge adulte, c'est l'âge de la négociation. On commence à négocier avec ce qu'on estime être juste. Et donc l'obsession, le Comtienne, pour ne pas quitter les intuitions de départ, c'est ne pas quitter l'âge d'or. À tout prix, ne pas quitter l'âge d'or, ou au mieux l'âge d'argent, l'adolescence, la guerre. Par rapport à ça, et vu qu'on est dans le temps, le palliatif qu'a trouvé le Comte, et en ce sens, il résume quasiment un siècle et demi de poésie maudite, ça a été les stupéfiants, la drogue. Pas que tous les poètes maudits aient pris des drogues, quoiqu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Puis sinon, les autres, ils avaient d'autres trucs. Ils avaient la folie, par exemple. Ils avaient le suicide. Ou ils avaient les amours malheureux. On trouve toujours quelque chose pour pouvoir nous éviter de devenir une crapule. En gros, c'est ça. Parce que tous ces trucs-là, c'est pour ne pas devenir un salaud. Mais ça a sa limite. C'est-à-dire que pour ne pas devenir un ennemi du genre humain ou pour ne pas devenir un salaud, en fait, on retourne toute cette violence qui est en soi contre soi-même. C'est pour éviter d'être violent avec les autres qu'on retourne cette violence contre soi-même. Je crois que c'est ça. Et je crois que chez Lecomte, qui est notoirement quelqu'un qui a toujours été décrit comme un homme d'une gentillesse extrême, ils étaient présentés comme des anges, Lecomte et Demal. Il y a Pierre Minet l'a dit, mais, qui était leur ami de Reims, mais dans quasiment tous les témoignages que j'ai entendus, jusqu'à Marthe Robert, jusqu'à Marianne Lams, etc., enfin tous ceux qui les ont connus, Arthur Adamoff, ils ont toujours présenté Demal ou Lecomte comme des êtres d'une gentillesse qu'on ne pouvait pas imaginer. Demal étant un peu plus sévère. Est un petit peu plus sévère. Mais quoi, d'une gentillesse, Tange? C'est des personnes qui n'ont pas voulu rentrer dans... Comment dire? Qui n'ont pas voulu payer le tribut de leur savoir sur les autres. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que tout est une question de pacte et de prix à payer. Et on apprend des choses, et comment après, du fait qu'on ait appris des choses et qu'on veuille les transmettre, on ne se transforme pas en maître, ou en prêtre, ou en tyran, ou gourou. Il y a ce risque-là qui est toujours là. C'est intéressant. Je fais une toute petite digression. Ça vous fait marrer que je dise ça, j'imagine. Genre, oui, ça va être la première. Non, une digression. Dans le livre de Jean-Philippe de Tonac sur Demal, il est écrit, il y a tout un passage sur mai 68 par rapport à Demal et Lecomte. Et il y a une déclaration de Tivollet, Marc Tivollet, spécialiste du grand jeu, qui dit en mai 68, on a vu des phrases de Demal écrites sur les murs. Bon, moi je ne sais pas lesquelles c'est, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais bon, quoi, il était là, donc il a vu des phrases de Demal écrites sur les murs en mai 68. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une redécouverte du grand jeu importante après 68, parce que grosso modo, l'après 68, ou cette période-là, moi je dirais plutôt presque l'après Beatles en fait. Hein. C'est plutôt l'après Beatles qui a entraîné une redécouverte du grand jeu, parce que c'est la redécouverte de l'Orient, c'est la découverte de l'Inde, et c'est aussi les drogues, et c'est aussi, toutes ces choses-là vues d'un point de vue de révolte contre le monde moderne. Mais comment? Révolte contre le monde bourgeois. Mais qui passe plus à ce moment-là par le recours à une hypothèse de type matérialiste dialectique, mais qui veut autre chose. Et donc du coup, ça rejoint ces thématiques, et donc du coup apparaissent toujours la question des gourous, la question des escrocs,
le Maharishi Mahesh Yogi chez les Beatles, par exemple. Et à l'époque, d'où viennent les gens du grand jeu, le gros truc, c'était la théosophie, c'était les théosophes. C'était Madame Blavatsky, c'était tous ces sbires, c'était énorme, c'était au moins aussi gros que toutes les sectes dans les années 60. Et c'était ces espèces de relais-là qui apparaissaient comme des relais à la fois d'un monde entièrement, desséché, qui est un monde matérialiste, rationaliste, entièrement desséché, et tout aussi violent que le monde dont il prétendait s'extraire, parce qu'il n'y a jamais eu, on n'est jamais arrivé à ce monde utopique, par exemple, où on ne travaille pas, où, je sais pas, vous voyez, où les hommes sont égaux entre eux, où alors le travail c'est une fête. On n'est jamais arrivé à des mondes fouriériens. On est passé d'un monde qui était dirigé par un univers religieux, sclérosé et oppressif, à un monde bourgeois, tout aussi oppressif et sclérosé et terrible. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir, je sais pas quoi, le supplément d'âme, qu'on pouvait très bien faire sans. Et les membres du grand jeu, face à ça, ils sont capables de comprendre les mondes dont ils ne veulent pas, et comment essayer de se réapproprier une expérience qui est une expérience profonde, authentique, poétique, qui pour eux fait la synthèse entre ce que un siècle et demi de poètes ont pu apporter de plus beau et tout un savoir ancestral qui est dans les Upanishads, le livre des morts égyptiens, etc., etc., les soufis, etc. Et au croisement de ce truc-là, c'est comment on fait ensuite, une fois qu'on a ce savoir-là entre les mains, cette bombe, une fois qu'on a opéré, eux ils appellent ça le casse-dogme, c'est une négation. Ils ont obtenu l'infini par négation, ils ont obtenu l'absolu par négation. Mais ce truc-là, c'est extrêmement fragile. La question, c'est comment de le faire durer dans le temps. C'est-à-dire qu'on a l'état poétique. L'état poétique, c'est un état qui dure, mais un instant, une infinité de secondes, un moment de grâce, et puis on retombe dans la quotidienneté. Qu'est-ce qu'on fait de cette putain de quotidienneté ? Le conte, il a choisi les drogues. Il a choisi les drogues dans la succession très claire de Baudelaire, Thomas de Quincey, etc., pour ne pas avoir à se dégrader et à dégrader sa poésie, pour rester cette voix de prophète.